Merci à toutes et à tous de m'avoir invité ici à ce colloque organisé par nos amis italiens. Merci, Monsieur Mario, surtout à vous. Alors, je me sens comme membre d'une grande famille. Aujourd'hui, nous sommes encore plus riches avec un membre, avec une dame qui est venue de la Slovaquie. Et je vous dis, je vous assure que c'est très bien d'être dans cette famille. Pourquoi, chers amis? Parce qu'il y a une seule chose qui nous réunit. Une seule chose, mais c'est une chose divine. C'est l'amour envers la famille, l'amour envers la nation et l'amour envers Dieu. D'une part. De l'autre, notre adversaire, je pourrais dire, essaye de supprimer la famille, de supprimer la nation, et pour notre adversaire, le Dieu, c'est l'argent. Je reviens à mon intervention. Je vais le lire. Il s'agit surtout d'un essai, donc pas d'un texte purement politique. J'espère que je ne vais pas vous ennuyer avec ce texte. Le titre de ce texte, de cet essai, s'intitule « Le sourire revient en Europe ». Je me promène par les rues de ma ville. Je n'observe pas les bâtiments. Qu'ils soient vieux ou nouveaux, ils n'attirent plus mon regard. Même si, quelquefois, je constate encore l'état lamentable de certains édifices délabrés et dégradés semblant appeler au secours. On pourrait leur donner un nouvel habit, sinon au moins leur redorer un peu la façade. Pourtant, quelques-uns sont récemment rajeunis, et cette jeunesse leur apporte aussi un regain de hardiesse. Mais ces édifices ne sont pas le sujet de mes observations et méditations. Les habitants sont ceux qui peuplent ma ville et mes pensées. Jeunes, moins jeunes, plus ou moins vieux. Ils se hâtent tous quelque part. Où vont-ils? Et pourquoi tant de précipitation alors que le manque d'emploi règne? Ils se dépêchent, ils ne marchent pas, ils courent. Je vois des visages tendus, renfrognés, creusés de rides même parmi les jeunes. Des gens préoccupés, angoissés pour soi et pour leurs proches. L'angoisse se transforme souvent en colère, mais la plupart d'eux que de l'inquiétude et de la peur. De quoi demain sera fait, cela ne les concerne pas. Du futur, et ils ne sont concernés que par le présent. Je dirais même le vrai présent, celui de l'indicatif, non pas le relatif ou le modal. Quelle est la cause de cette inquiétude? Qui a permis à la peur de s'installer dans ses regards? Les plus coléreux crient le gouvernement. On pourrait ressentir une certaine empathie avec ce cri. On pourrait adresser des reproches à chaque gouvernement pour tout ce qui va mal dans la société. En fait, d'année en année, observé concrètement, les choses vont de plus en plus mal, et ce dans toutes les sphères de la société. Bien sûr, le gouvernement actuel accuse celui qui les a précédés. Leurs prédécesseurs ont fait de même, et on se retrouve ainsi dans une histoire plus ou moins lointaine. On peut aller jusqu'à Miloš Obrenović ou Karađorđe Petrović, du XIXe siècle, et parfois même jusqu'à Stefan Nemanja, c'est-à-dire le XIIe siècle. En réalité, les choses ne sont pas aussi simples. À part quelques courtes périodes, le peuple serbe s'est trouvé sous une occupation ou une autre durant presque toute son histoire. Même lorsqu'il jouissait d'une certaine liberté, il se trouvait sous le joug de la volonté de vassaux, qu'ils soient turcs, autrichiens ou anglais. Ces vassaux devaient, eux aussi, qu'ils le veuillent ou non, leur souverain. Aujourd'hui aussi,
la Serbie se trouve en partie sous l'occupation. Il s'agit d'une occupation informelle, bien sûr, par des étrangers. Cette fois, le souverain vient de Bruxelles, ou plus précisément de Washington. C'est ce souverain qui désire diviser la Serbie en régions le plus vite possible. Il s'agit donc là d'un processus complètement rétrograde. Il faut réduire ce pays, petit déjà, en région, c'est-à-dire en féodalité. On ne s'attaque pas seulement à la Serbie. Il faut s'en prendre à d'autres, des pays beaucoup plus grands et plus puissants pour les abaisser au rang de féodalité. On s'enforce à abolir un par un les gouvernements des États nationaux, dans l'attente qu'un jour, et ce jour s'approche, ils soient tous supprimés. Quel besoin avons-nous de tels gouvernements dans le monde d'aujourd'hui, quand les États nationaux auront disparu, ou plutôt quand le souverain les aura supprimés, à quoi bon seront leurs gouvernements? Le souverain se fait rappeler gouvernement mondial. Oui, du moins, pensez à l'Amérique. Mais non, le souverain, ce n'est pas elle. Car même dans les pays américaines, on peut voir des gens angoissés se dépêchant. Aussi dans les France, d'Espagne, de Belgique. Elle n'a plus marché, elle court. Les visages tendus, renfrognés, ridés, on les voit là-bas, tout comme dans ma ville. Est-ce que là-bas on vit mieux? Peut-être, si vous prenez comme paramètre le salaire mensuel. On gagne plus d'argent, on le dépense dans les grands hypermarchés appartenant au souverain. C'est lui le propriétaire des hypermarchés, des banques, des usines, des médias, des armées. C'est un souverain de nouveau genre, contrairement aux souverains d'autrefois qui construisaient leur autorité en s'attaquant physiquement à tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. Ce nouveau souverain appuie son autorité sur le gouvernement de la vie. Il contrôle et gouverne la vie. Celui qui ose y résister est accusé d'être un agresseur, un nationaliste, nazi-fasciste, et est rapidement poussé en marge éliminée de la société. Le souverain étant, entre guillemets, démocrate, il fait tout dans l'intérêt des citoyens du monde entier. Il réfléchit à leur place. À l'aide de sa bombe informatique, le syntagme créé par un philosophe français, Paul Virilio, ce sont les médias. Il leur propose des émissions éducatives et culturelles telles que Big Brother, des jeux de lutte avec de nouveaux gladiateurs, de nouvelles arènes, des dessins animés avec des personnages agressifs mais entre guillemets très beaux, des films pornographiques avec des mineurs, des pédophiles. N'oublions pas de mentionner l'humour que nous offre le nouveau souverain, un humour où l'on se moque des valeurs traditionnelles, religion, famille, droiture. Toute cette noblesse, cette beauté entre guillemets, nous est offerte par cet invisible souverain et aux hommes anxieux de se presser. Aucun sourire, nulle part. Cette forme de communication non verbale peut encore probablement se voir sur le visage d'un sans logis. Personne qui a choisi de rejeter toute norme imposée, libre de toute préoccupation pour sa personne et celle de ses proches. Mais ce sourire ironique est ironique, provocateur. Ou bien nous le trouverons sur le visage d'un enfant, insouciant encore. La tendre enfance, y moins, y échappe. Et plus grands sont aussi contrôlés par le souverain. Les parents, dit-il le souverain, ne sont pas d'assez bons experts pour bientôt arriver que le mot sourire s'ajoute à longue liste des... Heureusement, tout n'est pas comme il paraît au premier abord. Certaines personnes, des jeunes plus particulièrement, ont pris la décision de retrouver le sourire, de le faire revenir dans les villes du monde entier. Ces jeunes personnes n'ont pas peur du souverain. Pourquoi? Parce qu'ils le connaissent, son identité, et savent comment lutter contre lui. Ils se regroupent, et en se regroupant et en réveillant ceux qui sont assoupis depuis longtemps,
depuis peut-être 1968. Ces jeunes personnes savent que le souverain ne peut pas les éliminer. Ce n'est pas sa méthode. Elles savent qu'il est temps de retrouver les idées des grands hommes d'État du XXe siècle. Elles savent qu'elles ne doivent pas permettre aux États nationaux de disparaître, parce qu'en même temps disparaîtra tout à fait le peu de liberté et de démocratie qui nous reste. Le sourire disparaîtra. Donc j'ai foi en ces jeunes personnes. Ces personnes peuvent rendre le sourire à nos villes. Donc, quelle est mon idée de l'Europe? L'observation géométrique de la carte du continent européen, étendue de l'Atlantique à l'Oural, révèle qu'une droite correspondant à la grande diagonale d'un polygone relie Paris, Berlin, Moscou. Son milieu se trouve quelque part entre Pologne et Biélorussie, c'est-à-dire symboliquement sur la frontière de l'Union européenne et du monde russe. Plus frappant encore, si l'on cherche le point d'équilibre géométrique de ce même polygone, on s'aperçoit que la médiatrice reliant le centre du polygone au milieu de son flanc sud se trouve en Serbie. Cet équilibre géométrique semble donc confirmer les nécessités géopolitiques d'un partenariat qui lierait les deux principales puissances d'Europe de l'Ouest à la Russie et son allié traditionnel serbe, dont elle fut à maintes reprises au cours des siècles garante de la survie. Cette dernière, à la fois géographiquement, démographiquement et culturellement européenne, partage cependant avec la Russie une sorte d'homologie religieuse et linguistique qui lui confère une position essentielle entre Ouest et Est. Dans un contexte nouveau de retour de la guerre froide et de recherche d'un monde multipolaire, l'Europe de l'Ouest, singulièrement la France et l'Allemagne, doivent se souvenir qu'elles n'ont pu réellement exister de 1945 à nos jours que dans les courtes périodes où elles s'étaient partiellement affranchies de la tutelle atlantique, à l'instar de la politique gaullienne ou de la guerre américano-irakienne de 2003. Toutes les puissances européennes en quête de liberté ont vocation de s'associer à la France et l'Allemagne pour ériger la plus grande Europe, au premier rang desquelles l'Italie, matrice de tout ce qui fut grand en Europe et sans qui cette Europe serait seule. L'essoufflement politique et financier de l'Union européenne, les souhaits multiples et nouveaux des peuples européens de recouvrer une maîtrise apparaissant en Europe orientale, le retour au premier plan d'une Russie étatiquement réorganisée et sûre d'elle-même, tous ces éléments appellent à un réaménagement des relations internationales sur le continent européen qui devra inclure la Russie comme partenaire respectable. Permettez-moi, chers amis, de terminer mon discours par les mots que j'ai prononcés il y a à peu près 1 mois et demi à Bruxelles, quand on a rendu hommage à notre. Donc cette nouvelle Europe pour laquelle nous luttons, ce nouveau monde n'est plus un rêve. On doit aller jusqu'au bout, jusqu'à la victoire définitive, jusqu'à la création d'une nouvelle Europe, Europe des nations et des libertés, le monde des pays souverains, où le plus grand et le plus riche respecterait le plus petit et le plus pauvre. Nous vivons, chers amis, le moment historique, et nous n'avons plus le droit de faire la moindre faute. Et pour obtenir cette victoire définitive, il nous reste encore un seul devoir, de se rassembler, nous tous, Français, Italiens, Allemands, Espagnols, Polonais, Autrichiens, Serbes, Slovaques, autour de cette idée divine. Merci.